À un moment donné, j'ai dit à mon coach, je trouve plus de solution. Il m'a dit, génial, on va enfin pouvoir commencer à travailler. Niveau mindset, en fait, je vois beaucoup de conseillers immobiliers déprimés. Avant qu'ils te rencontrent. Bien sûr, bien sûr. Moi, je remarque que les coachés que j'ai rencontrent des difficultés d'organisation. C'est vraiment la partie mindset parce qu'ils se sentent impuissants face au marché actuel. Comment, en tant que conseiller, on peut s'adapter à ce marché et se dire « Ok, j'y vais ». Si tu as envie d'avoir des clés pour performer en 2024, suis bien ce podcast parce que tu vas y découvrir des pépites. Ok, go. Hello Anne, hello Jean-Philippe, j'espère que vous avez la forme les amis. Ouais, grave. Hello. Non, ouais, merci beaucoup Anne. Moi j'ai grave la forme, voilà. Jean-Philippe, je t'écoute est-ce Cédric. que tu peux laisser parler Anne s'il te plaît? Je tiens quand même à dire Jean-Philippe qu'on est galant ici, Oui, ok? Déjà qu'on n'a pas nos chaussures. Je t'ai laissé naturellement toute la place sur le fauteuil. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on a la forme et on partage ce fauteuil avec... on est ravis avec Jean-Philippe. Hein, Jean-Philippe? Je suis ravi. ça sent la ravitude. Alors, les amis, déjà, on va refaire un petit tour de table rapide pour se présenter pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, qui ne vous connaîtraient pas déjà. Anne, qui es-tu ? Alors moi, je suis Anne Boucaud, je suis coach et disrupteur depuis le mois de septembre et donc je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2006. Donc d'abord en tant que conseillère immobilier, donc je suis en région parisienne, au Plessis-Robinson. Et ensuite, après avoir été longtemps conseillère, j'ai monté 2 agences immobilières, donc toujours sur le même secteur et je continue quand même à produire parce que je suis vraiment une passionnée de ce très beau métier. Donc j'ai toujours un pied sur le terrain. Super, merci pour cette présentation Anne. Mon cher Jean-Philippe. Oui, donc je suis Jean-Philippe Avon, je suis le responsable du pôle coaching chez Disrupteur Immobilier. Moi, je suis dans l'immobilier depuis 2015 et j'ai accompagné à peu près plus d'une centaine maintenant de professionnels de l'immobilier. Et voilà, et ma mission, c'est d'aider les conseillers immobiliers et les directeurs d'agence à réaliser la vie de leurs rêves. Merci Jean-Philippe. Bon, c'est vrai que à chaque fois je me présente pas, mais rapidement, donc conseiller immobilier de 2002 à 2015, de 2015 à 2020, et même maintenant, en fait, je dis 2020, mais directeur de ma propre agence immobilière, j'ai 6 salariés, une agence qui est dans les Yvelines. Je suis le fondateur de Disrupteur Immobilier, le cofondateur de Conseiller Influent et votre serviteur aujourd'hui pour cet épisode, les amis. Donc, on va parler effectivement de performance. Et la première question que j'ai envie de poser, donc on se le fait vraiment dans un échange chill comme d'habitude, dans notre secret d'expert leader. Et la première question que j'ai envie de vous poser, allez, je commence par toi, Anne. Okay. C'est quoi les challenges vraiment que rencontrent tes propulsés pour accéder, pour aller vers la performance? Alors, moi, je remarque que les coachés que j'ai rencontrent des difficultés d'organisation. Mais je dirais, en premier lieu, c'est vraiment la partie mindset parce qu'ils rencontrent des difficultés, parce qu'ils se sentent impuissants face au marché actuel. C'est-à-dire que comme on est sur un marché d'acquéreurs et que pour beaucoup, ils n'ont jamais rencontré cette situation-là, ils sont vraiment impuissants. Donc, on va les aider par rapport à ça, à leur donner des tips. Mais si je dois répondre à ta question, Cédric, c'est vraiment le mindset en numéro 1 et l'organisation et pour beaucoup aussi la procrastination. Donc, du mal à passer à l'action. Ouais. Mais toi, Jean-Philippe, est-ce que tu partages ce constat? Ouais, niveau mindset, en fait, je vois beaucoup de conseillers immobiliers déprimés. Parce que première question que je pose quand j'arrive en coaching, avant qu'ils te rencontrent. Bien sûr. Avant qu'ils me rencontrent. En séance 1, dans quel état d'esprit es-tu? Et en fait, là, il y en a beaucoup qui sont en down, etc. Donc déjà, ils ont un comportement, au départ, sans avoir démarré en fait, l'accompagnement, souvent ils ont un comportement assez de victime, en fait, tout simplement. Et la crise, en fait, oui, il y a des conditions extérieures qui sont défavorables. Et en fait, c'est plutôt ce conditionnement-là psychologique, cet autoconditionnement psychologique qui va créer en fait, la dynamique d'échec, plus que le contexte extérieur. Donc en fait, une des premières choses qu'on travaille, c'est vraiment qu'ils prennent leur pleine responsabilité de leur état émotionnel. Justement, ils sont totalement responsables de leur regard face
au contexte d'adversité, en tout cas le contexte économique, en tout cas qui prennent la responsabilité et se dire voilà, je suis responsable de mes résultats, peu importe qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Voilà. Ça c'est vraiment le premier travail sur la tendance, voilà, travail de responsabilisation par rapport à une sorte de victimisation qu'on voit de la part des conseillers immobiliers. Bien qu'il y ait une forme de réalité tout de même, c'est extrêmement clair. Pour autant, la condition psychologique va lourdement altérer notre capacité à agir. Ok, good, super. Alors, on va vous mettre dans on va dire, la description de cette vidéo ou de cet épisode, de ce podcast, un lien vers d'autres épisodes qu'on a fait justement qui sont vraiment orientés mindset. Et là, ce que je vous propose, en fait, Anne et Jean-Philippe, c'est qu'on se détache de la partie mindset qu'on a déjà beaucoup vue. Et maintenant, une fois que on a ce côté mindset qui a changé, on est vraiment dans le bon mood. Je vais te poser la question à toi, Anne. C'est quoi après la deuxième pierre de l'édifice? Alors, la deuxième pierre à l'édifice, donc face à un marché d'acquéreurs, comment, en tant que conseiller, on peut s'adapter à ce marché et se dire « Ok, j'y vais, je vais changer ma méthode de travail finalement ». Parce que toutes les années Covid, on sait qu'on a été vraiment focus sur aller chercher des mandats. On avait beaucoup de mandats, etc. Mais on avait des acquéreurs en face. Là, aujourd'hui, comment on fait pour s'adapter vis-à-vis de ce marché? Comment on fait aussi pour changer sa posture, pour convaincre un acquéreur? Parce qu'on remarque que les acquéreurs sont assez volatiles, que en visite, pour ceux qui se déplacent et qui viennent visiter, qu'ils sont un peu dans un climat d'incertitude. On entend beaucoup que c'est pas le bon moment d'acheter, que les médias nous ont dit que ma grand-mère, mon père, mon cousin, voilà. À un moment donné, c'est à nous de faire preuve de pédagogie pour leur expliquer que dans un marché comme celui-ci, il y a aussi des opportunités à faire. Pourquoi? Parce que les prix sont plus bas. Alors certes, les taux d'intérêt sont plus élevés, mais il faut aussi éduquer les acquéreurs sur le fait que les taux d'intérêt, et je dis acquéreurs, mais également vendeurs, parce qu'on en discutera peut-être après, mais c'est aussi important d'être focus sur la pédagogie vendeur. Mais les taux d'intérêt qui étaient à 1% en janvier 2021, aujourd'hui, c'était clairement inédit et on ne peut plus comparer ces taux-là avec les taux d'il y a 3 ans. Okay. Donc, un taux plus normal aujourd'hui sur 25 ans ou 20 ans, on est plutôt à 4,2, 4,3. Et en valeur comparative, voilà, peut-être qu'on peut avoir des taux à 3, 3,5. On retrouvera peut-être ces taux-là. Mais l'objectif, c'est de les éduquer en disant, OK, vous achetez sur un marché qui est moins cher, avec des taux certes un petit peu plus élevés, mais à un moment donné, peut-être que dans 2 ans... vous rachèterez votre prêt avec un taux plus bas. Rester locataire, est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Je ne crois pas, parce que l'avantage d'acheter, c'est qu'on capitalise. Donc, le côté vraiment patrimonial, et nous, on a un rôle à jouer aussi là-dessus, de déclencher une vente avec tous ces arguments en disant à un acquéreur, finalement, aujourd'hui, vous êtes locataire, vous ne capitalisez pas. Quel est l'intérêt pour vous aujourd'hui d'acheter? Donc, le mettre aussi face à ces réalités. Et nous, on a tout un travail pédagogique à faire pour essayer de faire changer l'acquéreur sur sa vision et l'accompagner aussi là-dessus pour déclencher la transaction. Donc ça, c'est les conseils que tu donnes à tes coachés, que tu les accompagnes sur ça. Ok, super. Et toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent? Alors déjà... Je vais faire ça en 2 points. Premièrement, un travail sur les côtés vendeurs et l'autre côté acquéreur. Donc pour moi, côté vendeur, il peut être utile de jouer la carte face à un vendeur, en tout cas, non pas de la faiblesse, mais de la vulnérabilité. Alors, c'est un peu là où un conseiller immobilier va se sentir un petit peu en délicatesse par rapport au fait de jouer la carte de la vulnérabilité. C'est qu'il se dit, si je joue la carte d'une forme de vulnérabilité, mon vendeur, il a besoin d'être rassuré. Donc, le tout, c'est d'essayer de bien placer le curseur en termes de pédagogie auprès du vendeur en disant, on va le vendre, on va vendre ensemble, je vais vous accompagner, je vais être présent, etc. Et en même temps, comme dirait notre cher président de la République, je ne peux pas vous certifier que ça va se vendre dans le mois qui vient parce que les délais de vente s'allongent, etc. Donc, en tout cas, c'est OK, en fait, de se dire que des fois, on n'a pas toutes les données de l'équation parce que nous sommes dans un marché qui est en évolution en ce moment. Il y a 1 an et demi, on a une stabilité et voire une augmentation des prix. Donc,
en fait, c'était assez facile. Il n'y avait pas besoin de faire preuve nécessairement de vulnérabilité. Autant aujourd'hui, dans un marché descendant, donc qui est évolutif, là, il y a quand même un facteur d'incertitude. Et donc, on peut dire aux propriétaires vendeurs, moi, en tant que professionnel de l'immobilier, donc de rappeler un cadre aussi réglementaire qui est, j'ai une obligation de moyens, de mettre tout en œuvre pour. Maintenant, je n'ai pas la main sur le marché, néanmoins, vous pouvez totalement compter sur moi, etc. Et de mettre vraiment en avant toujours quand même la puissance des portails immobiliers qui font encore aujourd'hui le job. Ils le font quand même très bien si globalement le bien est au bon prix. Donc quand même, il y a des moyens pour rassurer son propriétaire vendeur. Pour autant, replacer un peu le curseur sur la vulnérabilité et ne pas jouer un rôle de fausse réassurance du vendeur, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, on va vendre, etc. Alors qu'au fond de nous, on se dit mais comment je vais faire pour vendre ça, même si c'est à peu près au juste et au bon prix, etc. Donc c'est faire preuve d'un peu plus de vulnérabilité et ça demande plus de la force intérieure que de la faiblesse. C'est vraiment une preuve de force que de dire voilà, on n'a pas toutes les données de l'équation aujourd'hui nécessairement sur le secteur. Donc ça, c'est un premier axe. Deuxième axe chez les acquéreurs, l'agent immobilier ou le conseiller immobilier va avoir une carte à jouer en termes de justification du prix. Voilà. C'est-à-dire de défendre le prix. Parce qu'avant, on vendait, sur pas mal de secteurs, on vendait tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Ouais. Aujourd'hui, pour que l'agent immobilier fasse un peu le juge de paix, certes, d'un point de vue économique, l'acquéreur est un peu plus en position de force objective. Pour autant, ça ne dispense pas le professionnel de l'immobilier de faire un travail de justification du prix. Oui, votre bien, vous l'affichez à 450 000, mais il y a la route à côté, etc. Mais oui, mais s'il n'y avait pas la route à côté, il ne serait pas à 450, peut-être qu'il serait à 500 000. Donc, il y a quand même un travail argumentatif à reprendre en termes de base de négociation, puisque je rappelle quand même que le métier de conseiller immobilier est un métier avant tout d'intermédiation, par la loi Hoguet, etc. Ouais. Et donc, il faut qu'il reprenne sa place d'intermédiaire des relations, mais notamment dans le cadre de la justification du prix. Ok, top. Effectivement, les conseillers immobiliers. Tu voulais intervenir, Anne ? Vas-y. Ajouter quelque chose, si c'était possible. Bien sûr. Je pense que ça a également du sens en ce moment d'avoir comme l'a dit Jean-Philippe, de faire un vrai travail pédagogique sur pourquoi on arrive à ce prix-là et se baser vraiment sur des biens vendus très récemment. Parce qu'effectivement, entre un marché d'il y a 2 ans et un marché aujourd'hui, on n'a pas du tout la même base de prix. Donc, notre métier, c'est aussi de donner à notre vendeur des bases réelles de ce qui s'est vendu sur le secteur sur une échelle plutôt de 3 à 6 mois max, parce que les ventes il y a 2 ans, on n'est pas sur les mêmes prix, et aussi de faire tout un travail pédagogique de faire des points réguliers avec le vendeur pour justement suivre toutes les actions qui ont été faites, ne pas hésiter à venir avec les reportings, venir justement, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas avec un tableau d'impact de la hausse des taux pour indiquer à notre vendeur que aujourd'hui, l'acquéreur a quand même une capacité d'emprunt qui est moindre. Faire tout ce travail psychologique pour pouvoir préparer notre vendeur et co-construire le prix de son bien ensemble pour justement avancer sur une vente beaucoup plus sereinement. Ok. Moi, je voulais ajouter ça. Allez, vas-y, on fait un ping-pong. C'est chiant. Ouais, je sais. En fait, c'est ce que souvent les conseillers immobiliers font, à mon avis, pas suffisamment bien et qui mériteraient d'être plus développés, c'est qu'ils aient conscience qu'ils doivent être des maîtres en pédagogie. Voilà. Et pédagogie, il ne s'agit pas d'expliquer quelque chose où on se comprend tout seul, faut parler au propriétaire comme si c'était un enfant de 7 ou 10 ans pour qu'il comprenne les mécaniques. Le lien de causalité, par exemple, d'expliquer clairement un lien de causalité entre un bien trop cher et le fait qu'il n'y ait pas d'appel. Expliquer le lien de causalité, c'est par exemple expliquer au propriétaire, si vous êtes au-dessus du prix de marché de 5%, ça vous prive de la moitié des acquéreurs. Si vous êtes au-dessus du prix de 10% du prix de marché, vous vous privez des 2/3 des acquéreurs. Donc en fait, faire preuve de pédagogie, c'est pas seulement donner des sentiments ou dire vous comprenez, s'il se vend pas, c'est qu'il est trop cher nécessairement. Non, c'est de toujours expliquer les liens de causalité et de façon la plus scientifique possible. Là, je viens d'évoquer le principe d'élasticité prix, mais c'est un des ressorts qu'on peut utiliser pour apprendre à justifier correctement un prix de vente. Donc c'est pour ça que toujours ramener un propriétaire à la rationalité et à la pédagogie poussée à son maximum. Ok. Alors en quoi, Anne, justement, le coaching... Moi. C'est toi, Anne. En quoi, d'après toi, selon toi, le coaching va permettre aux conseillers immobiliers en 2024 de performer justement face à ces difficultés ? Justement, le coaching va permettre à tous les conseillers qui font ce choix-là de
prendre du recul et vraiment faire un pas de côté pour analyser cette situation et justement l'affronter avec beaucoup plus d'armes et d'outils, notamment donc sur la partie mindset, mais également sur tout ce qu'on indique, c'est-à-dire travailler autrement, se remettre en question en tant que professionnel. Et on en voit beaucoup justement avant le coaching qui parfois sont, comme l'a dit Jean-Philippe au départ, dans des schémas de victimes, c'est dur, le marché, c'est extrêmement dur, etc. À un moment donné, si on fait le choix de se faire coacher, c'est pour faire un pas de côté, avancer, se remettre en question. Donc justement, ça va leur permettre de faire ce pas de côté et d'être accompagné sur une durée définie pour justement avancer avec un vrai plan d'action. Ouais. Qu'on définit ensemble, une méthode précise, un agenda type, et donc justement pouvoir être aidé dans cette démarche. Et c'est ça la force et la puissance du coaching. Et avec Jean-Philippe, on adore ça. Top. Et Jean-Philippe, tu veux peut-être ajouter quelque chose là-dessus, mais j'avais aussi une question pour toi. C'est, selon toi, est-ce que les conseillers immobiliers aujourd'hui, en 2024, doivent aiguiser leur techniques, doivent être plus persuasifs, doivent vraiment travailler sur eux-mêmes ou non, il faut rester comme on est et ne pas chercher à monter en compétences? Ok. Alors, donc déjà, je rebondis par rapport à ce que disait Anne, puis après, on reviendra sur le fait d'aiguiser ses skills, on va dire, ses talents. Ouais. Ce qui est bien dans l'approche du coaching, c'est que on va toujours mettre en adéquation l'objectif du coaché avec les ressources dont il dispose, qu'il s'agisse de ressources matérielles, financières ou morales. Et donc, en fait, souvent, lorsqu'ils se lancent, les conseillers immobiliers, ne savent pas prendre par le bon bout les choses. Par où est-ce que je commence, okay ? Donc, il y a une notion de pas à pas et par où est-ce que je commence. Et il y a une notion de ajuster les ressources par rapport à l'objectif que l'on souhaite atteindre. Et là, la force du coaching, c'est que si la personne perçoit un objectif, comme par exemple aller se présenter en porte-à-porte comme étant une marche trop importante à gravir, eh bien, on va faire ce qu'on appelle des baby steps en coaching, c'est-à-dire des pas de bébé, et on va avancer pas à pas de coaching en coaching vers la réalisation finale de cet objectif. Donc, par exemple, on va l'aider à, ok, tu veux faire une session de porte-à-porte d'1h30, bon, on va peut-être pas commencer par ça. D'abord, pour la prochaine session de coaching, tu vas aller te présenter à tes voisins, à tes deux collatéraux, est-ce que tu les connais bien, etc. Voilà, de manière à franchir des étapes et on va en direction de l'objectif. Donc c'est pour ça que le coaching, tu peux pas garantir toi à une personne que elle va atteindre l'objectif dans les temps qu'elle s'est fixé, parce qu'en fait ça va dépendre de sa capacité, de ses ressources en fait et de son auto-développement à atteindre son objectif, parce que la vitesse à laquelle elle franchit les pas est importante. J'ai une question à te poser rapidement et après je ferai un petit spot là-dessus. Est-ce que tout le monde est coachable ? Ah non, pas tout le monde est coachable. Alors en fait, c'est ça qui est absolument nécessaire en coaching, c'est d'avoir un cadre de coachabilité avec la personne. Il faut, qu'elle soit ouverte aux nouvelles idées et ouverte à l'évolution déjà, aux nouvelles idées. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, ça l'a amené aux résultats d'aujourd'hui. Mais si elle veut des résultats différents demain, il va falloir qu'elle soit ouverte à de nouvelles idées déjà dans le moment présent. Donc ça, c'est le premier indice de coachabilité. Et le deuxième, c'est que évoluer demande des efforts pour tout le monde. Notre cerveau, c'est un fainéant cognitif, donc il va en faire le moins possible naturellement. Il va nous ramener dans notre zone de connaissance. Et nous, notre job en tant que coach est naturellement de l'amener progressivement à en sortir, ou en tout cas à évoluer de manière à ce qu'elle ne se sente pas trop accablée, mais qu'elle sorte quand même de sa zone de confort dans une certaine mesure. Ok, merci Jean-Phi. Si vous êtes intéressé justement en 2024 pour performer, on peut faire un test de coachabilité. Il vous suffit de prendre rendez-vous avec un de nos conseillers et on va analyser effectivement si vous avez cette capacité à être coaché. Donc le lien est quelque part autour de cette vidéo, de cet épisode, de ce podcast. Très bien, Jean-Phi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce que tu viens de dire ? Ouais, si t'es pas à 10 sur 10 sur une échelle de coachabilité, on démarre pas le coaching. C'est tout. Ok, good. Voilà. Pour le moment. Non, mais bien sûr, après, on peut. Mais maintenant, tu leur as donné la réponse qu'il fallait dire. Non, mais à cette question. Après, dès le premier challenge, t'inquiète pas, on va très très vite savoir s'ils sont à 10 sur 10. Donc, je me fais pas trop de billes pour ça. Top. Anne, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je pense que Jean-Philippe surtout. Oui, je pense que Jean-Philippe. Le micro, Anne. Je pense que Jean-Philippe a très très bien répondu à cette question et je crois que tu as une deuxième question en attente. On peut juste peut-être préciser
que lors des coachings, on s'adapte aussi beaucoup avec le profil disque. Et toi, Jean-Philippe, tu as passé la certification là-dessus. Et je trouve que ça, c'est un très bel outil. Ouais. Mais en fonction du profil du coaché, on va aussi s'adapter avec ses couleurs pour justement avancer avec son... Alors, juste pour que les gens comprennent, Jean-Philippe, toi qui as eu une certification, quelle est la définition du disque? À quoi sert cet outil? Et après, je te redonne la parole, Anne. Alors, le disque, c'est un outil. Alors, je ne vais pas revenir sur l'historique du disque. Non, simple. Du disque. Voilà, très simple. Grosso modo, c'est un système qui permet de simplifier l'analyse des comportements humains par l'attribution d'une des 4 couleurs du disque. Et en fonction d'un test que l'on fait sur 20 minutes, c'est pas un test, on va dire, c'est vraiment, faut pas dire le mot test, on nous dit dans la certification disque, mais on passe un profil disque, parce qu'il n'y a pas de test, on le réussit pas, on l'échoue pas. Très bien. Et à l'issue de ces 20 minutes de questionnaire, on se voit attribuer une ou plusieurs couleurs parmi les couleurs rouges, bleues, etc., qui correspondent pour chacune d'entre elles à un type de personnalité avec ses forces et ses faiblesses. Super. Anne, donc excuse-moi, je t'avais coupé. Mais tout simplement, comme Jean-Philippe a passé une certification disque, moi je trouve que ça a vraiment du sens et c'est quand même quelque chose à souligner parce que vis-à-vis des coachés, on va pouvoir être encore plus faire du chirurgical et être impactant aussi avec eux en fonction de leur profil pour... On va pas du tout se faire le même type de prospection ou la même méthodologie avec un profil rouge qu'un profil vert. Ouais. Moi, j'ai été donc pas formée à cet outil, mais en tout cas, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je connaissais. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez puissant et c'est intéressant vraiment pour nous en tant que coach de nous adapter aussi à ça. Et Jean-Philippe tout à l'heure parlait des baby steps, mais voilà, par exemple avec un profil vert, on va s'adapter plus facilement avec des baby steps et on a des vraies transformations grâce aussi à ça parce qu'on va s'adapter à chaque profil. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut avoir un mot de la fin pour synthétiser tout ça et clore cet épisode, mes amis? Oui, et ça va me permettre en fait de rebondir sur une question que tu m'as posée, c'est-à-dire est-ce qu'on doit encore plus aiguiser ces skills-là en cette année 2024? Oui. Donc, je vais te répondre. L'adversité, c'est une opportunité de grandir. De toute façon, enfin, le chemin de croissance, pour moi, si vous voulez une vie heureuse, de toute façon, il doit être perpétuel. Parce qu'il n'y a que dans la croissance, la gratitude ou la contribution qu'on arrive vraiment à avoir une vie épanouie. Donc pour moi, la croissance, de toute façon, pour un conseiller immobilier en particulier, doit être son chemin, de toute façon, quoi qu'il arrive tout au long de sa carrière professionnelle. Et là, disons que le fait d'avoir des vents contraires nous oblige en réalité à nous adapter encore plus qu'auparavant. Ok, super. Anne, un mot de la fin? Alors, moi, je suis déjà tout à fait alignée avec ce que dit mon compère. Moi, je rajoute aussi que ça me fait penser au marché de 2008-2009, que tu as connu avec moi, Cédric, aussi. Et en fait, dans ces périodes-là, au contraire, c'est toujours intéressant de remettre en question donc ces méthodes de travail et d'avancer, pour grandir en fait, et de se remettre en question sur ces périodes-là. C'est vraiment pour moi primordial. Et justement, il faut mettre à profit ces moments-là, parce qu'on a beaucoup de coachés qui nous disent au début, je ne sais pas vraiment si c'est la bonne période, etc. Mais si justement, profites-en, remets-toi en question, avance avec de nouvelles méthodes de travail, etc. Donc, au contraire, ces périodes-là, on doit les rencontrer pour moi-même, en tant que professionnel, parce que ça nous permet de cranter et de ne pas rester toujours dans le même train-train et la même dynamique. Donc, au contraire, je sais que c'est difficile et peut-être pour certains qui nous écouteront se diront, bah ouais, mais nous, financièrement, c'est beaucoup plus compliqué et c'est OK. Et beaucoup de professionnels le ressentent. Maintenant, les années Covid, etc., étaient aussi des années inédites. Donc, on savait qu'à un moment donné, on allait aussi arriver sur un plafond de verre. On n'allait pas pouvoir... on allait stagner. À un moment donné, ça allait changer, quoi. Exactement. Donc, en tout cas, pour répondre à ça, oui, moi, je pense que c'est primordial aussi d'avancer dans ces périodes-là. Et comme on dit, la chance sourit aussi aux audacieux. Top, merci beaucoup Anne. Effectivement, je rappelle moi cette phase que j'ai eue quand j'ai été coaché, que j'étais vraiment au fond du trou. Et à un moment donné, j'ai dit à mon coach, écoute David, je trouve plus de solution, je vois plus de chemin, je vois plus rien. Vraiment, je sens que je suis au bout du truc, quoi. Et il a eu cette attitude d'un coach. Et il m'a dit, génial, on va enfin pouvoir commencer à travailler.
Et c'était hyper puissant parce que je pense que quand on est, tu l'as dit, quand on est dans le confort, on va pas chercher des choses qui vont nous challenger, on se laisse porter par la vie. Quand on est face à ces difficultés-là qu'on connaît aujourd'hui, on est obligé de se challenger. On est obligé d'aller chercher des ressources. Donc, comme on le dit, c'est quand on est au fond qu'on peut prendre cet appui et se propulser vers les sommets. Donc, profitez de ce moment-là. On va se quitter là-dessus, les amis. Si vous voulez performer en 2024, c'est le moment, justement, de vous propulser pour aller chercher vos résultats. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci Anne. Merci à vous. Merci Jean-Philippe. Ciao tout le monde. À bientôt. Ciao, bye bye.